Salut à tous, je suis Romain Pirotte, expert et formateur SEO. On se retrouve aujourd'hui pour la troisième vidéo de notre format SEO Talk pour échanger autour de l'analyse de mots-clés. Je tiens naturellement à remercier tous les participants de nous avoir accordé leur confiance et leur temps pour ce format. Vous pouvez les retrouver en description de chaque vidéo si vous souhaitez davantage de contenu ou les suivre directement sur leur réseau. Si le format vous plaît, pensez à liker et nous dire en commentaire quel sujet vous souhaiteriez voir dans les prochaines vidéos. La version longue des interviews du SEO Talk est également disponible juste en dessous en lien dans la description. Alors, je dirais Google Suggest en priorité et SEMrush. Et également, bien évidemment, la Google Search Console et ses différentes données, que ce soit de mots-clés, de pages visitées, de positions, d'impressions, pour vraiment itérer mes différentes optimisations. Je n'utilise pas beaucoup d'outils moi pour faire l'analyse de mots-clés, mais si j'en utilise un, ce serait encore une fois la SERP. Moi, j'aime bien faire les choses manuellement. On a des outils internes. On a aussi évidemment les outils comme Ahrefs, SEMrush et d'autres. Donc oui, on les utilise, moins parce que je fais moins de on-site. Voilà. Mais pour moi, le premier outil, ce sera encore de regarder la SERP. Voilà. Celui que j'utilise très souvent, c'est Ahrefs parce qu'il est vraiment utile pour tout. Et du coup, j'utilise la recherche de mots-clés Ahrefs, mais de plus en plus, et ça fait depuis le début que j'utilise, mais maintenant de plus en plus, la Google Search Console pour voir les vrais mots-clés sur lesquels je rank. SEO Charmer. Ahrefs, c'est aujourd'hui le seul outil qui donne encore l'information. Par exemple, si tu tapes chaussures au pluriel ou au singulier, tu auras les volumes des deux. Et pour moi, c'est important de savoir si les gens cherchent plutôt au singulier ou au pluriel, par exemple. Pour l'analyse de mots-clés, l'outil le plus important, ça va être votre cerveau. Ça, c'est vraiment capital de le comprendre. Et ensuite, le deuxième outil que j'utilise le plus, ça va être Google, tout simplement. Parce que quand on tape le mot-clé sur Google, et ben en fait, directement dans le résultat de recherche, quasiment toutes les informations qu'on cherche sont là devant les yeux. Donc il faut regarder dans tout simplement dans les titres et puis dans les descriptions, les mots-clés qui apparaissent, dans les recherches similaires, dans les questions et réponses qui sont fournies, dans les suggestions de Google. Donc tout ça, c'est vraiment des informations qui sont à l'état pur presque. On peut aller aussi regarder dans les sites des concurrents quels sont les mots-clés qu'ils ont travaillés. On se fait des listes. Donc une fois qu'on a cette liste de mots-clés, on va essayer de les regrouper pour ne conserver que les meilleurs. Et donc là, je vais faire un petit tour par exemple sur SEMrush pour faire des arbitrages. Par exemple, si je ne sais pas ce qui est mieux entre rénovation piscine et restauration piscine, bon, bah là, je vais regarder le nombre de vues, enfin le nombre de clics, et c'est là que je vais décider quel est le meilleur mot-clé. La recherche d'objectifs mots-clés, en fait, j'aime bien Youdai Insight pour la recherche de mots-clés FR. Après, si on doit pousser sur l'international ou étendre le FR, je vais compléter avec SEMrush, qui a une base FR un petit peu moins intéressante, je trouve, que Youdai Insight. Par contre, qui a des datas plus fraîches en termes de Google Ads, volumétrie, CPC et concurrence Ads. Et puis, sinon, le cerveau, quand même. Hein. Tous les jours déjà, et beaucoup. Après, celui qui est à mon sens le plus complet aujourd'hui, ça reste SEMrush, c'est le plus connu pour la partie mots-clés. Alors, la seule chose que je regrette aujourd'hui chez SEMrush, c'est la base de données mobile qui est très light. À l'inverse, il y a Systrix qui est beaucoup plus complet en fait sur la partie mobile. Donc voilà, bon après le problème c'est que des outils, même si on est une agence, nous on scoltine en fait un paquet, on fait pas du group buy et donc on a SEO Server, on a SEMrush, on a
Ahref, Majestic, on a des outils, je peux t'en citer un paquet, Yotex Guru, etc., etc. Donc ça revient quand même relativement vite cher. Donc pour la partie mots-clés, en fait, non, plutôt SEMrush. J'aime bien aussi la partie S-Observer de Kevin avec les mots-clés S-Observer. Kevin a fait vraiment un bel outil et bon, c'est pas nouveau, mais c'est vraiment un très bel outil. Après, il y a pour les gens qui se lancent et qui n'ont pas trop les moyens de se payer un SEMrush et qui sont sur le marché français, il y a un Rank Explorer qui est très bien et qui pour 20 € en fait peut te donner quand même déjà de la matière et de la data. Donc voilà, donc des outils, il y a différents types d'outils. Un SEMrush pour moi est plus un outil web marketing, on va dire, que moins un outil SEO pur et dur. Après, on a plein de... On a Ubersuggest, on a des outils, il y en a à l'appel, hein, mais c'est vrai que moi, l'outil que j'utilise au quotidien, c'est SEMrush. Alors en fait, quand on démarre la réflexion mots-clés pour un site, il y a pas mal de boulot, hein, ça c'est clair. J'utilise plusieurs outils, clairement. Bon, j'ai été assez habitué à SEMrush, et notamment Keyword Magic Tool. J'utilise aussi Ahref notamment pour avoir cette fois-ci pour travailler sur des gros volumes de mots-clés. Par exemple, j'ai fait des analyses assez globales. J'ai des centaines, peut-être parfois même plusieurs milliers de mots-clés et que j'aurais trié, départagé, filtré. Donc Ahref, il m'a l'air plus efficace pour ça. J'utilise aussi Systrix, une autre boîte à outils assez sympa pour avoir quelques trucs de plus. Voilà. C'est SEMrush, hein. Et bien sûr les SERP. Hein. On regarde les concurrents. Et là, encore une fois, on utilise des outils comme Ahref, SEMrush, etc. Pour analyser les expressions clés. Et vraiment, on se base sur les concurrents. On fait de l'analyse des concurrents. Et encore une fois, ça dépend où est-ce qu'on part. Hein. Est-ce qu'on part from scratch ou est-ce qu'on est en mode optimisation de l'existant? C'est pas la même chose. C'est pas hyper compliqué en soi, il suffit de réfléchir un peu, mais si ton site il a une thématique, ben, tu vas aller essayer de chercher un peu de tout. En essayant de toujours réfléchir où sont tes points de conversion et tes pages de conversion. Les sites clients, c'est assez simple. Moi, je fais beaucoup de local, donc c'est souvent métier plus ville. Hein. Pour moi, les mots-clés, il faut vraiment réfléchir à quel est le mot-clé commercial d'abord. Tes mots-clés à valeur commerciale, c'est ceux où il faut vraiment bosser la page et ça doit être ton point central et dans le menu et dans la conversion, etc., etc. Ça, c'est la base. Faut faire super gaffe parce que si on prend par exemple, qu'est-ce que je vais te donner? Cuisine de luxe. Je ne sais pas si c'est encore le cas parce que j'ai bossé dessus il y a quelques années. Mais à une époque, en fait, c'était une requête où tu sortais avec un listing de modèles de cuisine. Okay, c'était une page de liste de modèles, en fait. Donc, il fallait bien réfléchir à ça parce que si tu arrivais avec du gros contenu, en fait, tu n'es pas dans l'intention utilisateur, en fait. L'intention, en fait, c'est de voir des photos de cuisine de luxe, tout simplement, donc des modèles. Donc, en fait, il faut créer vraiment ta page modèle qui est hyper bien foutue et derrière, avoir un sous-maillage hyper performant pour que ta page modèle prenne de la puissance avec le moins de contenu possible. Donc, c'est une catégorie, mais ce n'est pas une catégorie e-commerce parce que tu n'achètes pas une cuisine comme un e-commerce. Donc, il faut faire gaffe à ce genre de choses, mais bien choisir ses mots-clés. Vraiment, pour moi, ça se discute avec le client et voilà quoi. Alors là, clairement, c'est pas aussi simple que ça pourrait l'être. Non, c'est pas aussi simple qu'on pourrait le croire. En gros, ça fait voilà, c'est pas en 5 minutes que je vais trouver mes mots-clés pour mon site. Hein. Surtout au début, il faut bien comprendre le business du client. Je m'imprègne de ses personas, de son offre, qu'est-ce qu'il a à vendre, qu'est-ce qu'il a à proposer, c'est quoi ses objectifs sur le site. J'étudie aussi beaucoup les concurrents, donc ça, l'analyse des concurrents, pour moi, c'est top, surtout avec des outils comme ceux que j'ai cités tout à l'heure.
Je découvre sur quelle page il se positionne, sur quel mot-clé. Et puis, bien sûr, je passe du temps sur la SERP. Donc, quand je pense avoir trouvé quelques mots-clés importants, je vais les tester sur la SERP pour voir ce que Google croit avoir compris de ce que les internautes cherchent. Voilà. Donc, en gros, on va quand même chercher d'abord les grands sujets qui sont stratégiques pour le client. Et grâce à ces sujets, je vais finir par trouver les mots-clés, les requêtes les plus stratégiques. Et là, c'est bon, j'aboutis à ma liste de mots-clés, quoi. Alors, ma stratégie numéro 1, c'est vraiment l'analyse concurrentielle, que ce soit au niveau des concurrents, des partenaires ou encore du produit, de la marque que je vais promouvoir. Il faut vraiment trouver le bon mot-clé. On parle souvent de bonne affiliation et moi, je parle aussi de bons mots-clés. C'est vraiment le mot-clé qui peut changer la donne, où personne n'est positionné, où il y a une grosse intention d'achat. Et ce mot-clé-là, quand on l'a, c'est clairement celui qui va nous permettre d'être rapidement rentable. Pour trouver les mots-clés pertinents, en fait, je vais distinguer deux grands types de mots-clés. Il y a les mots-clés qui servent pour travailler l'image de marque, donc c'est des mots-clés informatifs qui ne vont pas pouvoir convertir tout de suite. Et après, il y a les mots-clés pour déclencher un acte d'achat ou un appel téléphonique, par exemple, et donc plus des mots-clés pour convertir. Et donc, moi, j'ai bien les distinguer en ces deux parties pour pouvoir les travailler différemment. Justement, j'utilise ces outils en allant analyser les sites des concurrents les plus fermés. Alors, quand je parle de concurrents les plus fermés, c'est typiquement si tu vends des clés USB, tu ne vas pas aller pomper les mots-clés de la Fnac, tu ne vas pas aller pomper les mots-clés d'Amazon. Il faut absolument que tu trouves un concurrent qui est exactement sur ta niche ou alors qui va pouvoir au moins te permettre de filtrer exactement cette niche-là, typiquement avec des catégories dans l'URL, des choses comme ça. Hein, tu peux très bien avoir des mots-clés qui sont intéressants dans une catégorie d'un site. Si tu peux l'identifier et la filtrer directement par l'URL, tu vas pouvoir récupérer des mots-clés super intéressants. Donc ça, c'est vraiment la base. Et c'est ça qui est le plus compliqué dans la recherche de mots-clés en masse. Ça va être de détecter, d'identifier les concurrents, les vrais concurrents qui ont déjà de la visibilité. Hein. Et puis après, tout le travail que tu vas faire de filtrage, toi, sur les différents mots-clés que tu vas obtenir. Tu vas obtenir une liste de X mots-clés, il va falloir les filtrer, te dire à chaque fois, te poser la question, est-ce que celui-là, il est intéressant? Et si oui, pourquoi? Est-ce que le ranking est faisable? Hein, parce que ça, c'est quand même important. Tu vois, tu prends robe verte, par exemple, tu vas avoir les 3-6, la Redoute, tu vas avoir tous les gros, tu ne pourras jamais venir te positionner là-dedans. Donc, voilà ce qui permet de savoir si c'est pertinent. Et puis après, si c'est avec un client, je fais directement avec le client. J'accompagne le client dans les 100 premiers mots-clés qui sont dans le tableau. Et puis après, je le laisse faire. Et donc, je lui demande de qualifier des niveaux de priorité en me disant, ça, c'est un niveau de priorité 1, on bosse directement maintenant dessus. Ça, c'est un niveau de priorité 2, c'est intéressant, on est sûr qu'on ira bosser dessus à l'avenir. Ça, c'est un niveau de priorité 3, c'est peut-être. Ça, l'idée ne me déplaît pas, mais bon, on n'est pas sûr du tout d'y aller. Et puis enfin, il met 0 s'il met à la poubelle. Voilà. Et si la case est vide, ça veut dire qu'il n'a pas travaillé dessus. Et qu'on se le laisse pour la suite. Tout va dépendre en fait du contexte dans lequel je me trouve. Si aujourd'hui je suis un nouveau qui vient d'arriver dans le monde du e-commerce, je te prends vraiment un exemple. Donc j'arrive dans un marché qui est déjà relativement important, très concurrentiel. Et moi, j'arrive un peu sur la pointe des pieds en me disant, voilà, je sais très bien qu'en peu de temps, je ne vais pas pouvoir rivaliser avec les gros. À l'inverse, moi, ce que j'aime beaucoup en fait faire, je ne vais pas inventer quelqu'un qui veut acheter de la lingerie, qui va taper, je sais pas moi, lingerie plus marque. Tu ne vas pas inventer en fait un mot-clé juste pour dire que tu te positionnes. Donc, si les gens en fait tapent ce mot-clé, ils tapent ce mot-clé. Ce qu'il faut, c'est que tu essayes de trouver des dérivés un petit peu de ce mot-clé. Si tes concurrents qui sont là déjà depuis belle lurette ont de la visibilité, ce travail en amont, ils te l'ont déjà préparé, entre guillemets. Ils ont déjà travaillé pour toi. Donc toi, l'idée, c'est plutôt d'aller t'inspirer en fait de ce que fait la concurrence, isoler ce qui définir donc définir en fait un niveau de difficulté en disant ok, je suis tout petit, j'ai un gros, donc les gros mots-clés génériques, dans un premier temps, ça ne sert à rien. Je sais très bien que je ne vais pas pouvoir avoir un positionnement court-termiste sur ces termes-là. Donc plutôt d'isoler en fait des mots-clés
héroïste, de faire en sorte de trouver des mots-clés héroïstes, avec une difficulté, entre guillemets, de visibilité moins importante. Certes, je vais faire moins de volume, mais je vais miser plus sur la démultiplication, en fait, on va dire, de mots-clés différents. Et moi, mon objectif, encore une fois, quand tu es e-commerçant, ton objectif, c'est de faire du chiffre. Analytique et Google Search Console. Part sur ce qui pourrait gagner de l'argent dès le départ, sur des petites requêtes faisables et faciles et accessibles que les autres n'ont pas forcément pensé. Ou par exemple, les outils vont donner 10 alors qu'en fait c'est 200 dans la Search Console. Je vais partir sur des requêtes comme ça et la Search Console va me donner la réponse. Je suis avant tout intéressé par la longue traîne. Pour moi, quelqu'un qui ne s'intéresse pas à ce sujet et qui n'a pas compris qu'est-ce que c'est que la longue traîne et pourquoi c'est en fait ça doit inspirer presque toutes les stratégies SEO, que ce soit la technique, le contenu, les liens, même les ads. Voilà, la longue traîne, elle est absolument incontournable. Mais en fait, si on réfléchit bien, elle est presque au service de la courte traîne, de la tête. Parce que au début, un petit site, il ne va pas pouvoir sortir sur les gros mots-clés et il va se positionner sur de la longue traîne, mais à chaque fois, il peut faire comme ça des liens vers des pages un peu plus costauds et petit à petit, il va réussir à se positionner sur la tête, sur la courte traîne. Voilà. Et d'ailleurs, à l'inverse, si on regarde on va dire une page pilier qui est censée sortir sur une requête courte traîne, à première vue, elle est centrée comme ça sur un mot-clé majeur, mais en fait, une page pilier comme ça, elle va être travaillée pour sortir sur pour moi, pour des centaines de requêtes. Si je vais dans Search Console et je regarde sur quelle requête elle sort, moi j'ai plusieurs pages qui dépassent les fameux 1000 que Search Console nous donne dans l'interface web. Donc voilà, courte traîne, longue traîne, voilà, les deux. Team longue traîne au début d'un site, parce que pour moi c'est un raccourci en fait pour avoir du trafic très rapidement. Et quand je dis longue traîne, c'est aussi aller faire des reviews, des tests et avis sur des produits où personne n'est. Et ensuite, à la fin, bien sûr, courte traîne. Aller vraiment rechercher des sujets très concurrentiels, mais plus à la fin. Parce qu'un site, il faut respecter le temps que ça prend, il faut être patient et commencer par la longue traîne, finir par la courte traîne. Je suis team des deux, parce que pour moi, le SEO, c'est les deux. On peut pas, voilà. Si on fait que de la longue traîne, on aura des miettes. Ce ne sera pas suffisant dans le business pour gagner assez d'argent et pour en vivre. Donc, il faut de la longue traîne parce que c'est facile et qu'on peut commencer par là et commencer à gagner. Et du coup, quand tu commences à gagner un peu d'argent, tu te rassures et ça va mieux, même psychologiquement, on va dire, dans la tête. En revanche, tu ne peux pas ne pas avoir les vrais mots-clés, ceux qui rapportent vraiment de l'argent, parce que sinon, tu auras plusieurs business, pourquoi pas. Ça dépend de ton business. Ouais, plutôt courte. Je réfléchis surtout à des mots-clés courts. Pour moi, la longue traîne, elle vient toute seule après si tu as bien bossé ta courte traîne en vrai. Si une page, elle se place sur greffe de cheveux, tu verras que normalement, elle a 150 mots-clés au cul. Ok. Alors, dans un premier temps, bien sûr, team long traîne, c'est-à-dire que je vais aller attaquer les mots-clés les plus faciles. Je vais essayer de faire rapidement des impressions, puis des clics, donc du trafic, valider mon modèle économique, donc faire des ventes. Et une fois que je fais des ventes, je peux attaquer la courte traîne. Je peux attaquer la courte traîne, donc les mots-clés principaux, les mots-clés plus concurrentiels. Et de cette manière, je pourrais investir du budget pour aller augmenter mon trafic, mais tout en sachant que mon site fait des ventes et a un modèle économique qui est viable. À l'origine, je suis plutôt sur la top tail, par goût du challenge et du défi, et parce que j'aime bien travailler sur les expressions difficiles. C'est souvent lié aussi au travail sur la popularité. Mais effectivement, c'est plus simple d'attaquer d'abord la long tail pour pouvoir ensuite commencer à accrocher la top tail. Mais le problème de tout ça, c'est quoi? Donc la top tail, c'est très difficile. La long tail, elle va venir avec la création des contenus et des pages. Et là, il y a ce que j'appelle moi la middle tail. Donc, je serais plutôt team middle tail qui, elle, correspond à des requêtes plus précises
moins concurrentielle, mais porteuse de conversion et de lead et de potentiels clients. C'est quoi la middle tail? Si je te donne l'exemple de la requête plombier, c'est soi-disant la top tail. Malheureusement, quand tu tapes plombier dans Google, tu tombes sur une intention qui est je veux devenir plombier, je veux faire des études de plombier, je veux suivre une formation de plombier et un petit peu de site plombier. Alors que si tu tapes, tu vises plombier Paris, qui pour moi, Paris, ça se rapproche de la top tail, mais faisons-le comme étant de la middle tail. Plombier Toulouse, par exemple. Bon, même si c'est encore plombier, c'est très concurrentiel. Mais voilà, elles ont une intention qui est vraiment définie, c'est-à-dire que là, chercher un plombier à Paris ou chercher un plombier à Toulouse, tu vois, c'est plus plombier généraliste, moins concurrentiel entre guillemets et plus rémunératrice. Je suis à fond team longue traîne, carrément à fond, quoi. Parce que pour moi, c'est beaucoup plus facile à travailler, il y a moins de concurrence, on a des résultats mesurables très rapidement, on peut avoir une cible, une audience beaucoup plus ciblée, on sait exactement ce qu'ils veulent. Et donc pour tout ça, je préfère largement la longue traîne. Et puis je laisse les autres se déchirer sur des mots-clés, certes, top keyword, mais très génériques, on ne sait pas qui c'est. Bref, battez-vous là-dessus, moi je garde la longue traîne. Je vais donner la réponse que la quasi des SEO utilisent aujourd'hui, c'est ça dépend. Ça dépend. Ça va dépendre encore une fois du contexte dans lequel tu es. Si demain tu es TripAdvisor, en fait, je vais d'abord viser, je vais m'assurer en fait que la courte traîne en fait soit bien gérée et bien positionnée, parce que j'ai entre les mains, j'ai un énorme site en fait qui a une puissance folle et qui va me permettre en fait de pouvoir truster en fait de manière très simple des positions de fou. Si demain je suis plutôt un petit jeune qui arrive, un petit site qui se lance, machin, je vais plutôt être effet longue traîne. Mais encore une fois, tout va dépendre l'objectif, encore une fois, c'est ou de faire des ventes ou de capter du lead. Donc, de se dire longue traîne, court traîne, déjà, c'est de dire quels sont les mots-clés qui peuvent éventuellement convertir. D'où l'intérêt parfois, et ce qu'on aime bien faire, même si je te disais qu'on était une agence 100% SEO, il peut nous arriver de faire des petites campagnes SIA qui nous permettent rapidement de pouvoir détecter éventuellement quels sont les mots-clés qui transforment et de pouvoir se focaliser en fait dans une stratégie de SEO. Gros mots-clés, team gros mots-clés qui peuvent aller chercher des gros volumes. La longue traîne, j'en ai rien à faire. Ça m'intéresse même pas. Les deux, mon capitaine. Ski, fond, alpin. Moi, je veux ranker sur ski et je veux ranker sur ski alpin, backcountry, rossignol, 1,85 m. Et donc là, le chemin de navigation pour arriver à backcountry, rossignol, 1,85 m, c'est ski, alpin, backcountry, rossignol, la facette. Et puis après, la facette 1,85 m, mais je ne pense pas que le mot-clé soit intéressant. Alors, je dirais Google Suggest, parce que même si on n'a pas les données exactes de volume de recherche, voire on n'en a pas du tout, il faut savoir que les mots-clés qui ressortent dans les suggestions de Google sont des mots-clés tapés et recherchés par les internautes. Donc, assez rapidement, on peut en tirer des conclusions et trouver les mots-clés que les concurrents n'auront pas cherchés parce qu'ils iront sur des outils comme SEMrush, SEO Observer, où il y a quelques pourcentages des véritables mots-clés. Et à côté, moi, je vais aller directement dans Google et trouver les meilleurs mots-clés qui ne sont pas référencés dans les outils. Donc, la vraie faille pour trouver les bons mots-clés, elle est juste là, sous nos yeux, et il faut juste l'utiliser. Mauvais taille d'image, trop de choses sur la page, mal configuré, un Kepak, c'est un ensemble en fait. Si tu fais, prends la guideline et c'est bien. Tu vois, prends la guideline Google, déjà tu seras bien. Inclusive, voilà. Donc en fait, c'est un peu ça qu'on a. Mais en fait, l'idée, c'est déjà, alors tu vas pas inventer en fait des requêtes, surtout si tu le proposes pas. Si par exemple, je dis n'importe quoi, tu fais que de la pension complète. Tu vas pas te positionner sur de la demi-pension parce que oui, ok, c'est bien, tu vas capter ce visiteur. Il y a très peu de chances. Un visiteur qui cherche de la demi-pension, il y a peu de chances en fait pour qu'il se dise en fait, tout compte fait, on va faire de la pension complète. Donc le premier objectif quand tu veux faire une étude de mots-clés, c'est déjà en fait de connaître sur le bout des doigts en fait les produits que tu veux mettre en avant. Et donc de trouver les mots-clés qui correspondent à tes produits et non pas d'inventer en fait ou d'aller copier des mots-clés. Tu fais pas quoi. C'est comme si demain je te parlais de la lingerie. Oui, je peux aller regarder sur quoi se positionnent les concurrents de mon client dans le domaine de la lingerie.
Maintenant, s'il se positionne sur des marques que mon client n'a pas, ça ne sert à rien de le bosser. En revanche, ce qui peut être très intéressant et que nous, on a déjà fait, autre anecdote, qu'on a déjà fait pour un client, c'est éventuellement de l'alerter sur des marques qu'avaient ses concurrents qui leur permettaient de capter, alors bien sûr, on ne pouvait pas savoir si ça leur générait du CA, mais qui leur permettaient de capter du trafic qualifié et dire aux clients « Eh oh, t'as vu telle marque et telle marque? Tu les connais? Non. Bah, contacte-les parce qu'en fait, il y a peut-être quelque chose à faire avec eux et on a peut-être du traf et du CA à récupérer. » Donc ça peut aussi, c'est pour ça qu'on fonctionne un peu comme ça avec nos clients, qui permettent de dire bah, tiens, un échange et aussi de lui ouvrir entre guillemets un peu les yeux sur certaines marques qui l'auraient pu éventuellement passer à côté parce qu'ils ne les connaissaient pas et lui dire tu as vu. Donc voilà, donc ça peut être intéressant. Ne pas regarder toujours Google. Ça m'est arrivé il n'y a pas longtemps, j'avais un article qui ne rankait nulle part, donc il avait 0 mots-clés sur Ahrefs, 0 mots-clés sur Google Search Console, mais sur Google Analytics, il avait du trafic. Et après quelques recherches, je me suis rendu compte que ces 1500 personnes par mois qui venaient sur cet article, ils provenaient de Bing. Et en fait, Bing a une Webmaster Tool aussi bien que celle de Google quasiment. Et en fait, on ne pense pas vraiment aller voir Bing et aller voir les mots-clés sur lesquels on rank sur Bing. Et donc, essayer d'optimiser ton article avec les mots-clés sur lesquels tu es presque premier sur Bing. Et ça, je pense que beaucoup de personnes oublient qu'il y a d'autres moteurs de recherche. Et il y a des personnes qui sont peut-être plus âgées ou qui ont une tablette ou un iPad et qui a un certain moteur de recherche. Et il faut toujours aller voir en fait d'où provient le trafic Analytics et d'aller voir, d'aller mettre ton site sur les Webmaster Tools des autres moteurs de recherche comme Bing et d'aller voir en fait si tu ranks sur des mots-clés ou si tu es presque premier sur un mot-clé. Parce que ça, je pense que c'est un petit hack entre guillemets que beaucoup de personnes ne font pas. Bon, c'est ce que je viens de te dire un peu, c'est justement des expressions avec moins de volume, mais qui convertissent quoi. Voilà, ce serait de se concentrer là-dessus. Et pas trop pareil, pas s'éparpiller, pas faire trop de mots-clés et faire très attention à ce que je disais, c'est-à-dire qu'une même page va sortir sur plusieurs mots-clés et la cannibalisation entre ces pages. Donc des fois, on va faire beaucoup plus de boulot alors qu'en fait, ça ne sert à rien. Et en fait, on a 2 pages qui doivent sortir sur les mêmes mots-clés et en fait, elles vont se tuer l'une et l'autre en fait. Faire preuve d'une énorme empathie. Prendre Google, analyser la SERP et comprendre si on a des chances ou non d'aller se positionner dedans. Et si oui, on attaque. Donc voilà, parce que aller se positionner dans le top 10, ça veut dire une chose. Hein. Ça veut dire mettre quelqu'un dehors dans ce top 10. Hein. Qui sera l'élu? Est-ce que je peux battre? Bah, c'est pas toujours évident. Hein. Et là, SEO Observer est très bien pour analyser la faisabilité. Si tu vois que tout le top 10, c'est que des sites qui ont au moins 1000 RD, 1000 domaines référents. Ah oui, j'ai parlé de CF tout à l'heure, mais j'aurais pu parler de domaines référents. Ben, toi, avec tes 3 RD, ça va être très compliqué d'aller te positionner. Hein. Il y a 2 moyens. Moi, j'aimais bien à un moment, c'est là que j'aime bien utiliser le spam, en fait, de prendre n'importe quel mot-clé sur sa niche, de prendre toutes les questions, toutes les réponses et de spammer des pages H1, une bouillie ou pas. Même si on ne sait pas faire une bouillie, c'est pas grave, on fait une H1, on fait des images. Moi, je faisais des portfolios pour aller plus vite. Je mettais 3 images Google Images et j'indexais. Je regardais la Search Console tous les mots-clés qui remontaient le plus avec les impressions. Et je me focalisais sur ce qu'il fallait aller attaquer et sur quoi j'aurais un revenu rapide. C'est-à-dire pas quelques centimes, mais plutôt quelques euros. Alors je pense que le meilleur conseil que je peux vous donner pour l'analyse de vos mots-clés, c'est vraiment de vous mettre à la place de la personne qui a tapé le mot-clé. Et ça, c'est vraiment primordial. Vous devez comprendre pourquoi elle a tapé ce mot-clé, qu'est-ce qu'elle veut, c'est quoi le contexte, qui elle est, une femme, un homme, un vieux, un jeune. Et si vous voulez vraiment faire une analyse fine de la personne qui a tapé ce mot-clé, bah vous faites un truc tout simple. Vous mettez le numéro de téléphone sur la page qui rank sur le mot-clé. Et vous dites aux gens, appelez-moi. Et là, vous leur parlez aux gens. Et vous savez précisément de quoi ils ont besoin, quelles informations, qu'est-ce qu'ils veulent, et pourquoi votre page, elle marche ou elle ne marche pas. Et moi, je vous recommande vraiment de faire le truc du numéro de téléphone. Ça peut donner des résultats assez épatants. C'est pas quelque chose de nouveau, hein, mais sur une page qui est déjà en place, qui sort déjà dans Google depuis, si possible, plusieurs mois, bah, n'oubliez pas que dans Search Console, il y a une mine d'or.
En fait, c'est la liste de toutes les requêtes sur laquelle la page elle sort. Et d'ailleurs, parfois, il y a des mots-clés qui sont comme ça indiqués par Search Console et qui sont quasiment, voire totalement absents de la page. Et ça doit nous inspirer. En fait, c'est la vision des internautes que Google a peut-être mieux compris que nous. Et donc, si on les réinjecte dans notre contenu de façon intelligente, bien, on va cartonner en fait. C'est la fin de cette vidéo. Si le format vous plaît et que vous avez appris quelques bonnes pratiques, pensez à liker la vidéo et à nous donner votre avis en commentaire. Si vous souhaitez qu'on aborde des sujets en particulier dans les prochaines vidéos, n'hésitez pas tout simplement à nous le mentionner. Je remercie une nouvelle fois tous les intervenants qui ont répondu présents pour ce format. Retrouvez les liens de tous les experts en description de cette vidéo, ainsi qu'un lien pour obtenir l'intégralité gratuitement du SEO Talk. C'était Romain Pirotte, expert et formateur SEO pour le SEO Talk. On se dit à très vite. Ciao.